La dignité, ça se décline toujours de deux manières. Il y a la dignité que nous sommes et la dignité que nous acquérons. La dignité que l'on a, si je veux faire une division très binaire. Le problème, c'est que on en est venu à confondre les deux ou à oublier la première au détriment de la seconde. Et là, quand on parle de perdre sa dignité, on associe ça à perdre notre santé, à perdre nos avantages, à perdre l'image de ce que nous considérons être le maximum de valeur que nous portons aux alentours d'à peu près 30 ans, quand on est maximum de la forme physique, qu'on a toute sa tête et qu'on est séduisant encore. Ça, c'est drôle parce que c'est un espèce de point focal. La dignité, c'est ça. Alors, après ça, on la perd tranquillement. Puis on la perd jusqu'à le cancer en phase terminale. Le problème, c'est que si on voit ça comme ça, on oublie que ce qu'on perd, qui nous donne l'impression qu'on perd de la dignité en quantité, là, année après année, bien, à rebours, il a fallu la gagner dans la même logique. Quand vous arrivez au monde, vous n'avez pas encore atteint ce point focal que je viens de décrire. Alors, on serait autorisé de dire le petit enfant a moins de dignité que ce qu'il sera à 30 ans. Il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans. C'est juste pour mettre en évidence que par-delà ce que l'on acquiert, il y a un fond, qu'on le veuille ou non, qui est permanent, qui est, en philosophie, on va dire ontologique, d'une valeur, d'un bien, pour pas être plus précis, un bien qui est associé à notre qualité d'être humain. Et tantôt, je faisais référence au fait qu'on est conscient de notre mortalité. Ça joue, hein? C'est le mot de Pascal. On est plus grand que l'univers parce que l'univers ignore qu'il est mortel. Et voilà que c'est un des facteurs de ce qui fonde ma dignité intrinsèque, ma dignité ontologique. Ça, je ne la perds pas, je ne la perdrai jamais. C'est bon de se souvenir de ça. Quand j'ai parlé de la mort en paix par rapport à la mort paisible, c'est dans la même logique. Ce qui structure mon humanité, c'est ce que j'acquiers et je modifie en assumant cette humanité, en me connaissant moi-même jusqu'à la dernière minute. Voilà donc deux angles qui nous permettent de faire ressortir cette qualité intrinsèque. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à vivre contre son gré? Moi, je pense que non. On ne peut pas forcer quelqu'un à vivre contre son gré. Et là où j'ai des problèmes avec la question de la dignité associée à l'aide médicale à mourir, c'est que là, on demande à l'État de poser un geste sur la base de l'autodétermination du patient. C'est ma vie, je vais demander à. Alors, oui, tu peux le demander. Est-ce que c'est une bonne chose que l'État octroie? Moi, je pense que non. Mais là, c'est fait. On est là-dedans. Cependant, il ne faudrait pas que cet octroi nous dégrève de penser à la condition que je suis en train de suggérer ici, là. On ne peut pas toujours être condescendant devant parce qu'il y a une rhétorique là-dedans. Là. Il y a une manière de présenter l'humanité dans l'homme qui consiste à dire l'équation la plus simple, celle que j'ai vue et revue et redit, que j'ai retrouvée dans tous les argumentaires qui favorisaient la loi, c'est de dire la dignité se confond avec l'autodétermination individuelle, l'autonomie individuelle. Parce que, comme je viens de parler de la dignité, veut pas, là, c'est un côté théorique, c'est un côté abstrait, et c'est tout sauf opératoire. Le législateur, lui, il a besoin d'opérer. Ça me prend un cadre opératoire, mesurable, concret. Alors là, si je réduis la question de la dignité à celle de l'autodétermination individuelle, pas de problème. C'est simple, c'est binaire. Je demande, tu exécutes. Alors, ça a été beaucoup dénoncé chez les philosophes et anciens et même modernes, mais pour l'entendement actuel, du citoyen actuel, la confusion est complète. Alors, le mot dignité est extrêmement charrié, on le sert à toutes les sauces, et c'est vrai qu'on perd une part de ce qui fait notre dignité quand on voit nos forces décliner. C'est vrai on offre en spectacle notre vulnérabilité. C'est vrai que c'est difficile d'accepter le secours d'autrui.
Mais la condition de ce déclin obligé, dont l'être humain est conscient, c'est la forme inverse des soins que l'on porte à l'enfant jusqu'à son autonomie. Évidemment, c'est plus facile pour l'enfant, là, il est en mode progression. Sauf que il faut avoir eu soi-même des enfants pour comprendre qu'est-ce que ça a été pour nos parents de changer nos couches, puis de ne pas dormir la nuit. Alors des fois, je dis à la blague, ça serait peut-être pas pire de songer éventuellement à changer les couches de ses parents. C'est moins le fun, ça sent moins bon, ça change jamais bon les couches, mais quand c'est pour un adulte, c'est moins évident, là. C'est juste qu'il y a quelque chose là-dedans, sans faire de moralisme, là, qui nous place devant le vrai problème de la dignité. On ne peut pas résoudre ça, puis on ne peut pas réduire ça encore une fois à l'état de déclin, qui est un état nécessaire, qui n'est pas vécu par tout le monde de la même manière, mais personne n'y échappe. Or, ça m'amène à une question qui m'a toujours hanté. Est-ce que la mort souhaitable, c'est celle qui consiste à mourir dans son sommeil, sans jamais avoir rien vu venir? Je pense que c'est un fantasme pour à peu près tout le monde. Moi, le premier. Mais c'est pas sûr que c'est la mort la plus humaine. Parce qu'une mort qu'on voit venir, une mort qui s'accompagne d'un déclin, c'est autant de circonstances qui sollicitent non seulement notre dignité, mais celle d'autrui. La dignité de celui qui m'accompagne, elle est sollicitée par le spectacle de mon indigence. Et la dignité, c'est pas juste une affaire individuelle. C'est aussi une affaire communautaire. Communautaire, familièrement, la famille en partant, mais aussi l'entourage. C'est ce qui m'a... moi, je suis un prof de philo, je ne suis pas un accompagnant, mais mes recherches, en étant présent au milieu, pendant tant d'années, des communautés palliatives, puis pas juste au Québec, en Europe aussi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, c'est unanime. J'ai vu des gens tous me dire, on reçoit plus que ce qu'on donne. Je parle des accompagnants. Écoutez, accompagner en soins palliatifs, c'est quand même un quotidien où vous partagez l'intimité d'un patient qui va être dans votre entourage pendant 3 semaines à peu près, hein, puis qui va partir. Puis on recommence. Fait qu'à chaque jour, vous pouvez voir partir quelqu'un dont vous aurez eu un lien signifiant pendant 3 semaines. Et de l'extérieur, on regarde ça puis on se dit, quelle indignité, quelle catastrophe, c'est des gens qui doivent être totalement déprimés après un mois. Et non, c'est l'inverse. Il faut avoir la chance d'être spectateur de ça, je dirais. Et ça, c'est le spectacle de la dignité qui se révèle dans la mortalité. Le fait que les gens qui travaillent dans ce milieu-là, en général, éprouvent un goût de la vie qui est un peu plus intéressant, plus profond que la majorité des gens, c'est rattaché directement à l'expérience de la mortalité. Parce qu'ils font l'expérience que la mortalité, peu importe ce qu'il y a après, ça génère une manière de faire mordre dans la vie. Et quand on en est témoin à chaque semaine, ben, ça nous aide à continuer de vivre la nôtre. Mais on vit notre vie avec une espèce déjà, une conscience anticipée de notre indigence. Et bon, c'est le prof de philo qui parle encore. Moi, je pense que ça fait partie de l'ADN de la condition humaine. Et c'est une opportunité, je pense. Moi, je dis, dans ma thèse de doctorat, j'ai suggéré que la communauté palliative, un peu à l'exemple du philosophe Alexis de Tocqueville, offrait une micro-communauté qui pouvait faire école à l'égard de la grande communauté qui est la démocratie à laquelle on appartient. J'ai peur d'être obligé de dire bientôt, il y avait peut-être, hein, ça va dépendre de comment ces communautés-là vont se renouveler, mais il y a dans ce microcosme de la vie sociale un exemple qui mérite d'être diffusé dans le grand tout, où il y a beaucoup d'indifférence et d'anonymat. C'est pas du moralisme, c'est un point de mire, je pense, dont on devrait apprendre des choses. Et je témoigne à l'égard de ça d'un réalisme inquiet. Je suis pas pessimiste, je pense qu'on finit toujours par retomber sur nos pattes, hein, que la nature reprend le dessus. Mais ça, là, comme pour la fin de vie, ça peut pas se faire sans heurts. Et ce qui est dommage, là, c'est de ne pas profiter de l'occasion, de voir qu'il y a dans
ce genre de milieu-là, les ressources qui nous apprennent à être de meilleurs êtres humains dans nos relations avec les plus démunis. En tout cas, moi, c'est vraiment une chose qui m'a toujours profondément impressionné, qui m'impressionne encore. J'ai moins l'occasion, là, mais quand je vais visiter des milieux de soins palliatifs.